Merci à tous et à toutes d'être venus ce midi. Comme il est mentionné sur le panneau qui vous apparaît, hein, nous avons lancé nous L'enregistrement. démarrons à midi 2 hein, pour respecter l'horaire qui était fixé. Aujourd'hui, nous nous réunissons sur la thématique d'investir dans le logement citoyen ou comment entrevoir des modifications dans la façon de concevoir le logement au travers du financement avec l'intervention de deux personnes que je remercie, Gwenaëlle Costa-Levaillant pour la région Île-de-France, qui porte une action liée, une action dans le cadre du programme Construire au futur, habiter le futur, sur la création d'un office foncier citoyen. Et parallèlement à ça, et ensuite l'intervention de Fabien Thierry, dirigeant de la société Metaliving, dont la spécialité est de travailler en amont des projets immobiliers sur les usages, dans le but de favoriser un parcours citoyen, un parcours immobilier citoyen. Gwenaëlle, sans tarder, je te passe la parole. Donc, l'Office foncier citoyen, c'est effectivement une action que porte le Conseil régional d'Île-de-France depuis la création de Construire au futur, habiter le futur. Et on a fini une première phase et si Stéphane m'a donné la possibilité de participer aujourd'hui, c'est parce qu'on initialise la phase 2. Et l'idée, c'était de pouvoir vous le dire pendant ce flash chez FHF pour que vous puissiez vous y associer si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est qu'un office foncier citoyen? Eh bien, son objectif, c'est de permettre à des citoyens d'investir dans des projets de construction ou de rénovation. Et en ça s'appuie sur un dispositif que vous pouvez peut-être reconnaître qui est l'Office foncier solidaire, mais c'est différent parce que notre envie, c'est de créer une innovation européenne financière qui permettrait à des habitants d'investir au bénéfice d'autres habitants, mais aussi à des entreprises de pouvoir soutenir des nouvelles possibilités de logement pour leurs salariés. Et enfin, de compléter ce mix financier avec une opportunité pour des investisseurs ou des foncières de diversifier leur portefeuille. Donc, à la base, c'est la construction d'un véhicule financier qui a pour objet de rendre plus accessible le logement et la rénovation. Et il y a bien la rénovation, en fait, dans la base de cet office foncier citoyen. J'y reviendrai peut-être dans vos questions. Mais en tout cas, c'est ça les objectifs de ce concept d'office foncier citoyen qui n'existe pas, encore une fois, qui serait une invention de la région et de ses partenaires. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc déjà, les bases, c'est que l'idée, c'est quand même d'offrir à des ménages la possibilité d'acquérir leur résidence principale avec un coût réduit de 20% par rapport en fait à un logement qu'ils achèteraient tout seuls. Comment ça se passe? Bah, tout simplement parce qu'on décorrèle, on démembre le foncier du bâti. Et donc, l'Office foncier citoyen va prendre à sa charge le coût d'acquisition des fonciers. Et vous le savez, en Île-de-France, c'est quand même une composante vraiment importante hein, du coût global en fait d'acquisition. Et on va utiliser en fait le véhicule du bail réel solidaire, mais qu'on va compléter par d'autres dispositifs. Le ménage qui devient propriétaire de ce logement va devoir une redevance modérée pendant un temps long et ça va lui permettre de progressivement en fait acquérir son logement. Et puis l'OFC, lui, va bénéficier de cette redevance, donc va aussi pouvoir euh, rentabiliser son investissement. Et enfin, bah, du coup, l'idée, c'est bien de garantir en fait que l'OFC ne s'appauvrit pas et qu'il donne la capacité en fait à toutes les générations de pouvoir continuer cet investissement. Donc, du coup, il n'y a pas de plus-value, on va dire, possible pour le premier ménage. En tout cas, pas exactement comme dans un concept classique, mais on y reviendra si vous avez des questions.
Alors, c'est quoi les intérêts pour les citoyens d'investir dans un office foncier citoyen? Alors déjà, ce qu'on constate, c'est que les franciliens sont appétents pour les nouveaux dispositifs d'investissement. Typiquement, des communes qui lancent des campagnes d'investissement dans des réseaux de chauffage urbain ou autres vont très rapidement voir en fait en Île-de-France un nombre conséquent de familles de ménages qui vont être intéressés par ce type de véhicule financier. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour se constituer un patrimoine en Île-de-France, d'autres opportunités en fait sont à proposer, et notamment parce que les taux d'intérêt, vous le savez, qu'il est important de diversifier la possibilité de patrimoine pour les familles. Par ailleurs, on constate une vraie progression de l'envie en fait d'investissement à impact. Et c'est un peu le cœur de cette idée d'office foncier citoyen. Alors concrètement, comment ils pourraient investir ces citoyens? Donc, je vous mets des conditionnels, hein, parce que bien entendu, on est dans une phase 2 et on n'a pas bouclé exactement le fonctionnement économique. Mais l'idée, c'est d'offrir ou d'étudier déjà plusieurs modalités d'investissement possibles. Donc, premièrement, de voir les capacités via les plateformes de financement participatif. La deuxième possibilité, c'est de constituer, et c'est à peu près sûr qu'on va devoir passer par ce scénario, un fonds d'investissement alternatif. Donc, du coup, d'avoir en fait un fonds qui va être constitué par les investissements des citoyens, mais aussi par les investissements des entreprises, par les investissements des investisseurs, et donc de mettre en place en fait une gouvernance associée à ce fonds. Et tout ça va permettre la création de ce produit d'épargne avec différentes modalités d'épargne, différents silos d'épargne en fonction de la catégorie des investisseurs, citoyens, entreprises ou investisseurs dits classiques. Vous vous en doutez, c'est un projet qu'on ne peut pas porter seul, mais on le porte déjà pas seul, hein. Dans le groupe projet, on a, depuis la première phase, associé déjà un cabinet qui nous a accompagnés, qui nous accompagne de nouveau suite à son gain de l'appel d'offres pour la phase 2, avec un cabinet d'avocats spécialisé sur ces questions, parce que là, vous voyez, il y a du droit foncier, du droit financier, du droit fiscal. Donc vraiment, il y a plusieurs typologies juridiques à maîtriser. Les FIP, Action Logement Service, bien entendu l'association. Et d'autres partenaires qu'on recherche pour cette nouvelle phase en fait de l'Office foncier citoyen, parce qu'on se doute que c'est un type de projet 1 et de produit 2 qui peut intéresser différents partenaires. Donc, comme je l'évoquais, déjà des entreprises grandes ou moins grandes qui recherchent de nouvelles capacités de logement de leurs salariés. Et en ça, on pense qu'il y a vraiment en fait un potentiel avec la possibilité au sein de la gouvernance de réfléchir à des orientations de commercialisation en direction des publics de ces entreprises. Une dixième typologie en fait de partenaires, c'est bien sûr les institutionnels et les publics. On est sur un objet qui permet quand même de contribuer à la bataille pour le logement, mais dans une dimension territoriale et aussi dans une dimension avec un investissement à impact. Donc notre objectif a toujours été que ça soit pas juste en fait un véhicule de soutien financier public, mais un véhicule qui diversifie en fait son partenariat public et privé en termes d'investissement. Et enfin, on sait que ce sont des investisseurs qui n'ont pas les mêmes durées de vie d'investissement. On peut envisager relativement sereinement, un peu comme pour l'assurance vie, que les ménages restent pour 7 à 8 ans, et puis qu'il y ait des durées en fait d'investissement plus longues pour des entreprises ou pour des investisseurs. Bien entendu, les constructeurs rénovateurs de logements, mais aussi les établissements de crédit vont intervenir dans le projet, tout simplement parce que c'est l'ensemble de l'écosystème du logement qui peut s'associer dans ce type de projet innovant. Alors concrètement, les prochaines étapes. Pourquoi on fait ce flash chez FHF aujourd'hui? C'est parce que la prochaine étape, c'est très bientôt.
Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une étude en fait de partenariat, d'identifier des investissements potentiels pour une première phase d'investissement, de lancer une étude de réceptivité vers les citoyens. Donc, on a déjà fait en fait une pré-étude, on va dire un peu artisanale. Là, il faut vraiment, comme un vrai business plan, passer à l'identification de potentiels en fait d'investisseurs citoyens. Monter le système juridique et financier, ça ne peut pas être porté par la région, vous en doutez, c'est un investissement foncier, donc il faut passer par un véhicule juridique et financier qui tient la route en connaissant aussi l'usage d'une des bases juridiques qui est le bail réel solidaire, mais de plein d'autres choses parce qu'on reste sur un office foncier citoyen et pas solidaire et donc on doit pouvoir investir concrètement dans ce modèle économique qui est à construire. Et du coup, je vais terminer cette présentation qui, je l'espère, était claire par vous inviter à tous ceux qui le souhaitent au comité de lancement qui aura lieu le 26 avril à 15 heures et où nos objectifs est très concrètement d'identifier les parties prenantes qui pourront contribuer à ce projet parce que je pense que c'est une vraie opportunité. Depuis toujours, ce projet d'office foncier citoyen, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui peut répondre en fait à plein de besoins à la fois, comme je vous l'ai présenté pendant cette présentation. Voilà, Stéphane, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Parfait dans le timing. Si vous êtes, avant de passer la parole à Fabien Thierry, si vous êtes intéressé pour participer à cet événement du 26 avril, n'hésitez pas à nous adresser un mail pour nous signaler votre intérêt. Je remets dans le fil de discussion les coordonnées mail et de Gwenaël et les miennes pour que vous puissiez déclarer votre souhait de participer. Fabien, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien et donc je suis le dirigeant fondateur de la société Metaliving. Metaliving, c'est une société qui intervient essentiellement sur l'expertise urbaine et sur les opérations immobilières et urbaines, on va dire d'un nouveau type. Pourquoi Metaliving a été créé? Metaliving a été créé sur l'expertise et sur l'expérience de plus de 20 ans en, on va dire, pilotage et mise en œuvre d'opérations d'aménagement au sein de structures parapubliques type SEM et EPA. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière à la ville de Bordeaux en tant que DGA en aménagement urbain et pilotage de grands projets. Et puis, j'étais également patron de business unit auprès de grands groupes immobiliers type Altera Cogedim et Crédit Agricole Immobilier. Et finalement, MetaLiving, c'est la conjonction en fait de plusieurs diagnostics en disant, eh bien, finalement, l'habitant, le consommateur, le besoin, il est connu par très peu d'acteurs, voire par quasiment personne. Et finalement, on regarde beaucoup en arrière pour pouvoir faire la ville d'aujourd'hui et de demain. C'est assez frappant chez les promoteurs immobiliers, ça l'est encore plus dans des collectivités locales structurantes type Bordeaux, Bordeaux Métropole, auxquelles j'ai eu la chance de pouvoir intervenir. Donc MetaLiving, c'est une société qui intervient auprès de grands donneurs d'ordre, collectivités locales et opérateurs immobiliers, afin de pouvoir apporter une réponse beaucoup plus ciblée, pertinente à ce qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est comment en fait on va pouvoir définir ce que va proposer nos quartiers et nos projets aujourd'hui et demain. On voit aujourd'hui en fait une grande disparité sur à la fois les temporalités et sur les réalisations de nos grands projets. Je voudrais juste vous donner deux informations qui ont toujours qui marquent en fait notre action chez MetaLiving. La première, c'est une information qui date d'il y a à peu près 3 semaines à mois. Paris Seine-Arche annonce avec grande fierté que le lauréat de l'opération Empreinte a été désigné après 2 ans de travail et que les premières opérations vont être réalisées et livrées en 2031-2032. Donc c'est très, très bien pour le projet, mais quand on regarde bien la temporalité, on est sur 10-11 ans entre, heu, la désignation ou le lancement, en fait, de la programmation et la réalisation. On connaît tous les contraintes, on connaît tous, les difficultés de pouvoir porter ces grands projets,
Néanmoins, nous sommes arrivés à des temporalités qui mettent les réalisations et nos projets dans un corner et face au mur avec cette difficulté de pouvoir répondre à un réel besoin. Et la deuxième, c'est que nous sommes aujourd'hui nous sommes entrés dans une crise immobilière jamais connue et que nous avons aujourd'hui une courbe de pluie qui tend à s'aplatir, mais qui ne s'inverse pas. Or, nous connaissons tous également la capacité des ménages, la capacité des habitants, et nous voyons en fait cette courbe qui se creuse et avec une abordabilité des projets qui s'éloignent. Et donc, Meta Living est là pour apporter des solutions et des réponses à la fois techniques, juridiques et opérationnelles sur ces questions. Alors, vous allez me dire comment faire. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier. On a pu développer sur l'ensemble de nos projets depuis maintenant 2018 une démarche qui nous permet en fait de mettre au cœur du système et au cœur des projets de la gouvernance 2 points fondamentaux, qui sont d'une part la collecte des données qui nous permet de pouvoir produire et proposer un diagnostic et des éléments partagés et qui vont bien au-delà finalement du simple fait urbain et du simple fait immobilier. Nous allons nous centraliser et nous allons nous tourner vers les modes de vie, vers l'usage. Stéphane vous a dit tout à l'heure que nous travaillons énormément sur l'usage, c'est notre cœur de métier. Comment créer la ville sans en connaître, comment créer des projets sans en connaître les aspirations des habitants actuels et futurs. Pour ce faire, nous avons développé une technologie, en tout cas une base de travail qui nous permet finalement de pouvoir être au plus près des habitants en allant les questionner, en allant les interroger autant de fois que nécessaire et en fonction des différentes étapes de la gouvernance des projets, aux études préalables jusqu'à la livraison des projets. On pourra y venir après si vous le souhaitez. Et puis, nous avons et nous proposons dans notre approche la concertation, la participation habitante et l'expression des habitants comme socle de gouvernance des projets. C'est très facile de le dire, c'est beaucoup plus complexe de le faire. Il est évident que nous n'avons jamais autant concerté et autant engagé de concertation et de participation citoyenne que depuis ces dernières années, et nous n'avons jamais autant mesuré et reçu d'insatisfaction, ou en tout cas de problèmes, de la part des usagers, des habitants, des citoyens et des travailleurs. Alors pourquoi? Bien finalement, le constat il est assez simple. C'est d'une part une question de temporalité, c'est-à-dire que a-t-on la capacité d'attendre 4 à 5 ans entre le moment où on nous demande notre avis et le moment où les projets sortent? Et donc on a une première vraie difficulté de pouvoir mobiliser et d'intégrer la participation des habitants actuels et futurs. Et d'autre part, c'est sur la qualité de la question qui est posée. Et donc, nous avons, nous, Meta Living, déployé et développé auprès de nos clients, donc partout en France et notamment en Île-de-France, et puis en région Nord et en Nouvelle-Aquitaine, des dispositifs de gouvernance et des dispositifs de déploiement de méthodologie qui permettent à nos clients de pouvoir mobiliser, sensibiliser et intégrer la participation habitante et l'expression des besoins au moment opportun et en gardant le lien de mobilisation le plus longtemps possible afin de ne pas épuiser et de ne pas assécher la mobilisation des parties prenantes. Nous avons tous connu des réunions de concertation où nous avons eu 10, 5, 2 habitants, ce qui est pire que tout. Vous avez les services instructeurs et les services aménagement qui sont plus nombreux que les habitants. Aujourd'hui, notamment sur des secteurs où nous avons développé cette méthodologie-là, notamment sur le territoire de Limoges, nous avons intégré dans la méthodologie de travail cette mobilisation par de la communication, par le déploiement d'outils digitaux qui nous permettent de pouvoir collecter, monitorer et synthétiser les informations nécessaires à l'avancée du projet. Et je terminerai en fait mon propos pour ne pas trop, pas trop décaler le temps de ce flash sur évidemment la qualité de la question et la latitude et les règles de base qui sont données, c'est-à-dire comment nous allons intégrer et comment nous mobilisons et quelle liberté nous donnons ou quelles contraintes nous donnons aux participants reste la règle fondamentale. Cette capacité de pouvoir intégrer les parties prenantes, les mobiliser,
nous permettent de pouvoir gagner du temps. Là, le projet que vous avez en face de vous, c'est un projet de 44 hectares sur le territoire du Mougeot, où nous avons pu mener à la fois les études réglementaires de programmation et urbaine dans un délai record de 19 mois. Voilà, je suis à votre disposition, je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. N'hésitez pas à pouvoir m'interpeller et poser toutes les questions qui vous semblent utiles. Merci beaucoup. Merci Fabien de cette présentation. La présentation était pas totale, mais vous retrouverez le support qui vous sera partagé. Je vous ai mis le lien dans la conversation. À partir de demain, vous pourrez retrouver le replay de la présentation de ce jour, ainsi que les 2 supports de présentation pour compléter votre connaissance. Et je vois une main qui est levée, celle de Sylvain Chapon, Et à qui je bonjour, cède la parole. bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de votre présentation très intéressante. J'avais 2 questions, je travaille chez Engie. La première question, c'est comment vous vous situez par rapport aux procédures classiques qui existent déjà? Vous connaissez bien le droit public et les collectivités, vous connaissez bien les process d'enquête publique et de concertation légaux et réglementaires. Comment vous vous situez par rapport à ça? Et le deuxième point, c'est est-ce que vous utilisez, dans le cadre de cette action qui est de plus en plus utile et nécessaire, des outils particuliers, je pense au numérique, je pense aux représentations, en plus des outils classiques de pédagogie ou de simulation? Merci Monsieur Chapon pour votre question qui est fondamentale et qui est en pleine dans l'actualité. On s'intègre totalement par cette expertise et par cette expérience de plus de 22 ans. C'est-à-dire que la loi aujourd'hui et notamment, je voudrais aussi vous donner l'information que Metaliving est partenaire actif du Conseil national de l'habitat et donc nous aussi, nous produisons des informations, pour faire avancer tant la partie réglementaire que législative. C'est un cas d'école, un cas typique, monsieur Chapon, que nous avons eu à Limoges. Nous avons évité d'avoir 4 concertations enquête publique qui se chevauchaient. Par la connaissance évidemment des procédures et par la capacité de pouvoir négocier et surtout d'intégrer les parties prenantes, telles État et autres parties prenantes instructrices, dans les procédures, pour n'avoir que 2 procédures globales et générales. Si je prends enquête publique et concertation préalable, une enquête publique et une concertation préalable peuvent très bien être intégrées et consolidées en une procédure. Une enquête publique valant concertation préalable ou concertation préalable valant enquête publique. Avec ce travail d'information et surtout de management de la procédure dans un temps très réduit. Donc oui, nous nous intégrons totalement dans les procédures réglementaires et législatives. Nous nous substituons quand nous pouvons le faire en négociation et surtout nous apportons des éléments qui répondent aux enjeux réglementaires de la concertation réglementaire telle que nous la connaissons. Sur votre deuxième question, évidemment, nous développons tout type d'outils, à la fois de mobilisation, de production et de synthèse. Ces outils restent des outils. Ils ne peuvent se substituer au travail réel avec les habitants. Nous ne sommes pas et nous n'intervenons pas, nous, dans de procédures où nous sommes dans une simple information ou une simple communication. La valeur ajoutée est de pouvoir répondre à des questions sur lesquelles nous n'avons pas de réponse pertinente, où nous n'avons pas d'éléments qui vont nous permettre de dépasser ce qu'on appelle l'acceptabilité de projet. Car c'est ce que nous recherchons finalement. C'est de faciliter l'acceptabilité de projet et de gagner du temps. Pour répondre très classiquement à votre question, oui, nous utilisons des outils de scrapping, oui, nous utilisons des outils de mobilisation sur les réseaux sociaux qui nous permettent de cibler, et oui, nous utilisons des outils à la fois de synthèse, de collecte de synthèse et d'approche type Typeform, type digital, qui nous permettent de pousser et de collecter. Mais ces informations ne sont que soit des informations qui viennent alimenter des phases en physique, ou soit viennent synthétiser et valider des travaux préalables en physique. J'espère avoir répondu à votre question. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle?
Non, c'est clair, merci. Eh bien, si les présentations ont été totalement claires, on a été au-delà du respect du timing. Merci beaucoup de votre présence à toutes et à tous. Pardon, hop. Je vous propose de nous retrouver pour le prochain flash chez FHF le 14 mai prochain sur une thématique que nous vous partagerons très très prochainement. Parallèlement à ça, je rappelle les 2 événements qui sont actuellement en cours, organisés dans le cadre du programme Construire au futur, habiter le futur, avec un événement qui se déroulera à la région Île-de-France, enfin dans les locaux de la région Île-de-France, sur les plateformes numériques comme moteur de la transition des territoires, et qui se déroulera le mardi 23 avril en matinée, qui sera corrélé avec la publication d'une note de tendance élaboré par Orange, Cyril et l'Université Gustave Eiffel. Et également, je vous invite à participer à une visite apprenante sur le site de Rosny-sous-Bois et plus précisément à l'école Jean Mermoz sur de la construction biosourcée, à la fois paille et terre crue. Une expérimentation soutenue également dans le cadre du programme Construire au futur, habiter le futur. Merci encore à toutes et à tous de votre présence, et s'il n'y a pas de questions d'intervention, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci À bientôt. encore. Au revoir, Merci, au revoir. merci. Très Au bonne revoir. journée. Au revoir. Merci.